Alors, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce soir à cette soirée donc en l'honneur des 40 ans de Verdier, où j'ai la joie d'accueillir deux des éminents auteurs du catalogue. Alors, à ma droite, j'ai Pierre Michon et j'ai aussi Paul Audy. Et avant d'entamer la discussion, j'aurais aimé, puisque la soirée est consacrée aussi en un hommage aux 40 ans de Verdier, faire un petit hommage assez bref à ce catalogue qui profondément nous réunit tous ici. Et j'aurais aimé, pour évoquer les éditions Verdier, d'ailleurs je salue la librairie à l'entrée, la petite librairie à l'entrée, qui concentre à la fois tout ce que le catalogue Verdier peut avoir de patrimonial, mais qui aussi présente les nouveautés assez fortes de cette rentrée, dont Anne Pauly et Patrick Autréau. Mais pour revenir aux 40 ans de Verdier, j'aurais aimé avec vous, très brièvement, évoquer peut-être trois dates qui montrent en fait à la fois combien Verdier a pu contribuer à chaque fois aux contemporains et combien Verdier, il faut le dire, constitue désormais une puissance patrimoniale au sein du paysage éditorial français. La première date que j'ai voulu retenir, c'est peut-être celle de 1979, date ô combien importante puisqu'il s'agit de la fondation des éditions Verdier avec Gérard Bobillier, Colette Olive et Michel Planel, et la parution, cette même année, du Guide des égarés de Moïse Maïmonide, un guide qui à la fois tient lieu de première publication, mais qui se présente aussi comme un véritable programme d'édition, un livre qui est à la fois du côté de la pensée, du côté du récit, un livre qui effectivement est à la croisée de la langue arabe, mais en caractère hébreu, bref, un tressage qui va en fait dessiner tout le destin des éditions Verdier. Et ce destin, on le retrouve en 1988, qui est la seconde date que j'ai voulu retenir. La date de 1988, c'est la parution, la première publication de Pierre Michon aux éditions Verdier, avec la somptueuse vie de Joseph Roulin. Et cette somptueuse vie de Joseph Roulin, elle va nous intéresser à un double titre, parce que tout d'abord, la couverture de la vie de Joseph Roulin, cette couverture jaune, eh bien, elle va donner son identité, je dirais, visuelle aux éditions Verdier. Mais elle ne va pas donner que son identité visuelle, elle va aussi imprimer pour longtemps dans le patrimoine, oui, n'ayons pas peur des mots, dans le paysage contemporain, elle va imprimer aussi, je dirais, une manière d'écrire, un rayonnement de l'écriture qui va petit à petit constituer, je dirais, un des pôles les plus productifs de la littérature française. Alors, je ne vais pas pouvoir évoquer avec vous ici tous les noms qui constituent le catalogue Verdier. J'aimerais évoquer évidemment François Bon, Pierre Bergougnoux, mais aussi on peut parler de David Bosc, on peut parler également de Patrick Autréau. Bref, c'est un catalogue très riche, et cette date de 1988, eh bien, je vais trouver aussi une autre date qui lui répond. C'est peut-être la date de 2010. 2010, c'est la publication en Verdier Poche, qui est une collection qui est née dans les années 2000 chez Verdier. C'est je dirais, la publication, la republication, le remaniement, la réécriture d'un livre très important de Paul Audy qui s'intitule Créer. Et ce livre, donc, qui a paru, je crois, 5 années plus tôt, eh bien, reçoit ici un nouveau traitement, une réécriture. Et la présence de Paul Audy dans le catalogue Verdier est tout sauf un hasard, parce que le travail de Paul Audy, c'est un travail qui est sans cesse à l'écoute de la création, à l'écoute de l'écriture qui se fait, à l'écoute du passé, mais aussi à l'écoute du présent. Et c'est donc ce petit hommage que je voulais, avant que nous débutions la conversation, donc faire aux éditions Verdier et à ces 40 années que nous fêtons joyeusement, donc cette année 2019. Voilà pour ce petit hommage, mais j'ai déjà beaucoup parlé, mais je vais continuer à parler. Donc, pour présenter, alors c'est un exercice un petit peu délicat, c'est un exercice
exercice un petit peu délicat que de présenter ce soir mes deux invités, parce que effectivement, je pense que tout le monde les connaît, mais néanmoins, je vais avoir l'affront de vous présenter. Alors, je vais plutôt rappeler quelques titres de manière un petit peu, je dirais, à ce que nous puissions lancer après, lors de la conversation, quelques pistes de réflexion. Pierre Michon, on ne le présente plus, mais je vais quand même le présenter. C'est bien évidemment Les Vies minuscules en 1984. Je viens de l'évoquer, La vie de Joseph Roulin en 1988. C'est au début des années 90, Maîtres et serviteurs, puis ensuite c'est La Grande Beune et Le Roi du Bois, c'est en 2002, si mes souvenirs sont exacts, Corps du Roi, et c'est en 2009 aussi, couronné par le prix de l'Académie française, si je ne m'abuse, Les 11. Voilà. Alors, ce soir, nous allons nous interroger sur la création, créer. L'essentiel ou une grande part de nos questions vont justement s'articuler autour de cette dramaturgie de la création qui est au cœur, en tout cas qui constitue une partie du travail de Pierre Michon et des récits qui portent son œuvre. Et évidemment, vous l'avez bien compris, ce travail sur la création, il est au cœur, je l'ai dit, des réflexions de Paul Audy. Paul Audy, donc, qui, si je ne m'abuse, vous avez fait votre thèse sur Rousseau, je crois. Voilà, vous avez fait votre thèse sur Rousseau, mais vous n'êtes pas que spécialiste de Rousseau. Vous avez aussi, nous l'avons évoqué tout à l'heure, vous êtes aussi spécialiste de Lacan, mais aussi spécialiste de Nietzsche. Et ce que nous allons ce que nous allons évoquer plus particulièrement, parce que effectivement c'est une conversation avec Pierre Michon qui nous y invite, nous allons évoquer deux titres en particulier, Créer, dont je parlais à l'instant, et un livre qui va sortir, je crois, dans peut-être une dizaine de jours, et qui est, je dirais, pour le dire rapidement, l'acte 2 de Créer, c'est Curriculum, dont je parlerai un peu, mais engager une conversation entre Paul Audy et Pierre Michon, c'est surtout ne pas manquer de mentionner que Paul Audy a déjà écrit et a déjà conversé de livre à livre avec Pierre Michon à l'occasion d'un très très bel essai, Terreur de la peinture, peinture de la terreur, qui se concentre essentiellement, même si pour les lecteurs de Pierre Michon, il évoque aussi en filigrane d'autres œuvres, qui se concentre essentiellement sur la question du politique dans les 11 de Pierre Michon. Alors, je vais enfin, je sais que vous trépignez d'impatience, je vais enfin poser ma première question. Et pour poser cette première question, je vais me tourner tout d'abord vers Paul Audy. Donc, l'essentiel de votre travail, pour que le public puisse en prendre la mesure, se concentre sur la création. Et j'ai relevé dans Créer une phrase qui me paraît être un préambule assez intéressant à la discussion que nous allons avoir. Je vous cite, « Créer est cet événement générateur et généreux, singulier et singularisant, vital et vivifiant, qui élève en plein cœur de la vie comme une protestation de survie. » Alors, j'ai envie tout de suite de vous poser cette question. Un petit peu surpris qu'au début de Créer, justement, la création participe d'une sorte de survie. En quoi s'agit-il finalement d'un acte contre des puissances morbides? Question très simple, oui. Vous voyez, pour commencer. Écoutez, d'abord, je voudrais m'associer à vous, Johan, pour fêter les 40 ans de Verdier et dire que je pense à quelqu'un en particulier aujourd'hui, celui qui m'a un jour écrit pour que je rejoigne cette maison que j'aime tellement, c'est Gérard Bobillier. Je crois que c'est très important de prononcer son nom quand il s'agit de fêter un tel anniversaire, parce que évidemment, sans lui, mais sans tous les autres qui s'en occupent, cette maison n'aurait jamais pu imaginer avoir une telle pérennité. Donc, voilà, je voulais juste prononcer son nom et lui dire qu'on est très contents, je crois, Pierre et moi, de placer peut-être la soirée sous son regard qui était si, à la fois si ironique et si plein d'assentiments et
et une sorte de mansuétude dans l'ironie. C'était bizarre, sa façon d'accueillir les auteurs. Les deux étaient toujours très mêlés, c'est-à-dire l'approbation et une sorte de très légère pointe d'ironie qui était très, très, très motivante pour les auteurs, oui. qui faisait que nous nous disions nous sommes approuvés, mais attention quand même, attention, pas trop de fantaisie. Ça m'aura coûté quelques insomnies, hein, je vous avoue. Oui. Bon. Alors la question la phrase que vous avez citée emploie le mot de survie et ce mot est évidemment un mot que je voudrais que vous écoutiez autrement que comme juste le poids de la nécessité de la vie sur la vie elle-même. Le mot de survie, on peut l'entendre aussi comme quelque chose qui va au-dessus de la vie ou qui, en quelque sorte, pousse la vie au-dessus d'elle-même, la hisse à une hauteur qu'elle n'a pas d'emblée. Et dans cette super-vie, si vous voulez, le sur est comme celui qui donne son préfixe au surhumain de Nietzsche, donc quelque chose qui se place au-dessus de la vie elle-même. Eh bien, il y a comme une sorte de promesse d'un excédent, de quelque chose de plus intense, de plus vibrant, quelque chose qui, par sa capacité à se déployer, eh bien, ouvre l'avenir et rend en tout cas l'habitat du monde possible. Donc c'est en ce sens-là, si vous voulez, que ce mot survie devrait résonner de manière un peu particulière. Et la création, justement, c'est véritablement cet effort qui consiste à faire surgir quelque chose qui n'était pas là auparavant. Et dans ce surgissement lui-même, il y a la promesse que le temps continue, que la vie continue et que le monde, en quelque sorte, s'enrichit de quelque chose de nouveau. Et maintenant, je voudrais me tourner vers Pierre Michon. Est-ce que ces mots que vient de prononcer Paul Ody sur la survie font... Oui, c'est tout un aspect de la pensée de Paul Ody qui me passionne, pas comme spectateur, où je me sens complètement défini, où je me sens approuvé en quelque façon. Ce sont beaucoup de ces idées, comment dire, trouvent leur terreau dans Nietzsche, c'est-à-dire le goût du créateur qui est un créateur de monde, effectivement, comment dire, qui essaye non pas, qui essaye de découvrir, non, qui n'essaye pas, qui n'essaye rien, mais qui est porté par un sentiment d'accroissement de ce qui est vivant, de ce qui est visible, de ce monde, et qui est de lui-même par la même occasion. Mais comme il doit faire quelque chose de nouveau qui fasse apparaître le monde et les autres d'une autre façon qu'elle n'était, c'est toujours une chose très difficile parce que il faut donner une nouvelle forme à une nouvelle vision du monde et rien ne nous porte. On doit éviter tous les sentiers battus, tous les clichés. Il est si facile de croire qu'on invente une métaphore, par exemple, alors qu'on ne fait que réacclimater un cliché. Et ça, c'est ce à quoi ce genre de choses, Paul Ody est extrêmement attentif.
vous êtes attentif à tout ça. En vous écoutant, je pensais à ce texte de Corduroy sur Faulkner, qui repose sur la description d'une photographie. Et dans la description de la photographie que vous faites, évidemment, vous ne décrivez pas la situation dans laquelle lui-même se trouve en se prêtant justement à ce cliché photographique, mais vous faites attention au regard qu'il jette, par-delà évidemment l'écran de l'image, vers quelque chose qui nous atteint directement. Alors, ça nous atteint directement à travers le temps et l'espace, mais ce temps et cet espace que vous décrivez justement au moment où vous analysez ce regard, qui lui aussi est empreint d'une sorte d'inquiétude ironique aussi, un peu, cette distance-là, en fait, elle est déjà à l'œuvre, elle est déjà présente dans l'acte d'écrire. C'est-à-dire que quand il écrit pas pour le passé, évidemment, très peu pour le présent, mais en fait, il essaye d'ouvrir une brèche dans le temps lui-même. Oui. Et cette brèche qu'il essaye d'ouvrir dans le temps, en fait, nous en avons, nous, besoin en tant que lecteurs, en tant que individus, en tant que citoyens, nous avons besoin de cette brèche opérée dans le temps, parce que s'il n'y a pas des opérateurs de ce genre de percée, eh bien, le temps lui-même devient un mur opaque. Oui. Et la photo le montre très bien, en tout cas, le texte que vous consacrez à cette photo le montre parfaitement. Je peux parler un instant de ce texte ? Oui, effectivement, c'est vraiment un texte sur ce que je ressens à être la création. C'est-à-dire que ce que regarde Faulkner, j'imagine, bien sûr, je ne sais pas ce qu'il regarde, mais j'imagine que c'est ce que j'appelle l'éléphant, ce que pendant la guerre de sécession, on appelait voir l'éléphant, c'était le feu violent sous lequel on était, le feu de l'ennemi. Et j'imagine que cet éléphant, pour Faulkner, c'est ses grands antécédents, c'est-à-dire pour lui, en fait, il y en a trois, la Bible, Shakespeare, Melville. Il n'y a pas 50 choses. Bon, donc ces éléphants foncent sur lui, et pour se défendre, il faut être soi-même un éléphant. Voilà, d'abord ça. Et il voit aussi un mur que j'ai emprunté à la mythologie sudiste. C'est le nom le prénom qu'on a donné à un général sudiste qui s'appelait Jackson, Stonewall Jackson. Et ce mur, c'est l'obstacle qu'on représente soi-même à ses propres yeux pour écrire. Quand on est Faulkner, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas spécialement, qui n'a pas fait de l'ENS, qui est bon. Et ce mur, il faut le pulvériser, mais on ne sait pas comment. Il faut transformer cet obstacle en allié, en allié, enfin. Non, puisqu'il faut en même temps le percer. Et cette difficulté, d'ailleurs, de considérer le monde soit comme un allié général, soit comme l'obstacle, sans cesse là, c'est toujours, quand on est, enfin, quand je suis au travail d'écriture, cette double position du monde est toujours là, c'est-à-dire ce contre quoi il faut lutter de toutes ses forces, et en même temps ce qu'il faut accepter de toutes ses forces. C'est un peu ce que dit ce texte sur Faulkner. Le temps, pour ce qui est du temps, le temps met une notion extrêmement opaque. En philosophie, souvent quand je rencontre le mot temps, je bute. C'est-à-dire, je ne fais pas de différence entre... J'étais récemment dans un... On m'interviewait récemment dans le désert, bon, bref, pour un petit film,
Et je parlais du char de Ramsès II à la bataille de Kadesh, des chars de Moshe Dayan, absolument sur le même plan. C'est-à-dire, le passé, le présent, le quasi-futur, je ne comprends pas la notion de temps. Je ne comprends pas. Ça va, moi, si vous voulez, je comprends très bien, mais que vous ne compreniez pas, puisque de toute façon, il y a cette fameuse phrase d'Augustin, vous savez. Oui, quand on me demande ce que c'est le temps, je ne peux pas répondre, mais en même temps... Oui. Mais vous voyez, il y a une chose qui peut-être est à l'origine de toutes ces considérations sur la création et sur cet axiome que je considère être l'axiome qui nous humanise en premier, c'est l'axiome « il faut créer ». Il faut créer, je ne sais pas d'où vient cet axiome, mais je l'entends comme une injonction. Et je l'entends comme une injonction à partir du fait que j'ai l'impression que tout dans le présent, puisque nous habitons le présent, tout dans le présent fait obstacle à ce qu'il y ait un avenir. C'est une sensation peut-être exagérée, fondée sur une névrose personnelle, mais en tout cas, j'ai véritablement le sentiment que cet avenir, il faut l'ouvrir, il faut le forger, il faut faire quelque chose pour qu'il existe, parce que si l'on ne fait rien, il n'existera pas. J'ai l'impression même que le présent nous englue dans un ensemble d'impossibilités et qu'il faut espérer la fin de ces impossibilités pour que le temps puisse en quelque sorte s'ouvrir. Alors, c'est ma définition personnelle de ce temps incompréhensible, si vous voulez, et c'est en ce sens-là que je le raccorde à cet effort de création. Oui. C'est-à-dire que le temps, au sens où il est la répétition définie, dans ce sens-là, il faut déroger à la répétition. Démolir la répétition, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit politique, qu'elle soit... Il faut essayer, du moins, de démolir la répétition. Bon, c'est plus anecdotique, mais moi-même, quand j'écris rarement un texte, j'essaye qu'il ne répète pas le précédent, qu'il soit placé tout à fait différemment. C'est-à-dire, je ne pourrais pas avoir une ligne continue dans ce que j'écris. Il faut que je rompe avec moi-même sans cesse, avec ma répétition. Alors, je vais poser une question. En fait, là, vous m'avez pris ma question suivante. Et en fait, je voulais vous poser la question justement sur il faut créer. Je vais lire ce que vous disiez d'ailleurs à propos d'il faut créer, parce que dans créer, ça a précisément un peu un autre sens que celui que vous avez donné ici. Et vous allez voir, vous dites il faut créer au sens de ce qui est requis par la vie pour qu'elle vive, pour qu'elle puisse continuer de vivre et prendre plaisir à vivre, pour qu'elle se réjouisse de la puissance d'agir qu'elle est et ainsi persister dans son être. Et Pierre, vous avez dit dans un entretien, je crois au début des années 10, vous avez dit que finalement dans votre déclaration intérieure des droits de l'homme, chaque homme n'a pas le droit d'écrire, mais que vous avez le devoir d'écrire. Alors, est-ce que ce « il faut créer » dont vous venez de parler peut s'entendre aussi comme un devoir écrire? Et comment vous vivez ce devoir écrire? Est-ce que créer est pour vous une injonction au quotidien et comment on se débrouille avec ça? Bien sûr. C'est la fameuse phrase de Kafka, Dieu ne veut pas que j'écrive. Et le verbe de Kafka m'échappe là. Mais moi je le dois et moi je le veux. Qu'est-ce qu'il dit Kafka? Il dit Dieu ne veut pas que j'écrive, mais moi je le veux ou moi je le dois? Je le dois. Je le veux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en l'occurrence, c'est la même chose. Ce devoir est une volonté. Ça n'est pas subi. Ça n'est pas
c'est une, comment dire, c'est une décision que j'ai prise d'écrire peut-être peu de choses. Je voulais écrire beaucoup de choses. Bon, maintenant, j'ai vieilli, mais j'ai le devoir de le faire, oui. Par exemple, le livre que je fais en ce moment, je veux absolument... Ma plus grande peur, c'est de mourir avant de l'avoir fini, ou je veux le finir, parce que c'est encore un angle absolument différent de mes angles d'attaque habituels. Donc il faut que j'ouvre le mur de ce côté-là. Qu'est-ce que c'était votre question? La question, c'était dans est-ce qu'on peut réinterpréter le « il faut créer » dont vous veniez de parler avec Paul? C'est-à-dire, cette injonction, il faut créer. Il faut créer. Quand on s'en donne les moyens, quand on... Je veux dire, Paul me semble l'ouvrir à l'humanité entière. C'est ouvert à l'humanité entière, effectivement. La poésie faite par tous et pour tous. Mais encore faut-il avoir un mur à ouvrir et les moyens de l'ouvrir, se donner, apprendre les moyens de l'ouvrir et avoir toujours cette foi qui brise cette dialectique qui peut casser les briques, ou cette foi qui déplace les montagnes. Enfin, c'est-à-dire penser qu'on va apporter à soi-même et à quelques lecteurs une nouvelle vision, un nouvel angle de vision sur tel ou tel aspect de la création, ou simplement du visible, de l'intelligible, de l'intelligible, non, c'est pour les et de la langue aussi. Et de la langue. Et de la langue, et de la parce forme. que, oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand il s'agit de la littérature et de la littérature de Pierre Michon, évidemment, on ne peut pas aussi faire reposer tout l'édifice uniquement sur le monde ou la vision du monde, mais le renouvellement de la langue et des possibilités octroyées par la langue pour que le sens puisse se déployer. Bien sûr. En fait, quand on parle de clichés et qu'il faut lutter contre, évidemment, on pense aussi à toutes les formules toutes faites que comporte le langage et véhicule le langage et qui étouffent le sens à chaque fois, qui le font rentrer dans une structure presque automatique où en fait elle ne fait que répéter et ronronner, alors que la littérature est justement là pour faire résonner autrement les mots de la tribu. Et c'est ça qui est quand même le plus saillant, le plus bouleversant quand on lit un texte de grande littérature. Et je crois que aussi, lorsque vous dites que vous voulez déplacer l'angle, je crois qu'il s'agit aussi de déplacer la puissance du langage là où vous avez le sentiment peut-être qu'elle a déjà été épuisée en quelque sorte par vos propres tentatives. Alors il faut faire autre chose et la faire résonner autrement. C'est peut-être l'engagement le plus immédiat, le premier engagement de l'écrivain, c'est de buter contre le mur de ce langage hérité, déjà usé, qui a trop servi et qui est devenu presque transparent, tellement comme un tissu qui est trop élimé. Et donc, l'idée est de redonner de l'épaisseur au langage. Oui. Et parfois, ça implique que vous écriviez des textes, Pierre, qui n'ont pas encore leur public. Il n'est pas encore là. Il va peut-être naître de la lecture de ce genre de texte, parce que la langue, justement, a un usage qui est si peu habituel que ce public, en fait, ce public de lecteurs va naître de la lecture même du texte. Oui. C'est-à-dire... Il faut avoir peut-être cette ambition pour se lancer dans la littérature. C'est-à-dire que le langage, la forme, c'est ce qui découvre de nouveau et de nouvelles façons le monde lui-même. Tout ça n'est pas séparé. C'est pas séparé. Tout ça n'est pas séparé. C'est-à-dire que la langue,
si elle est nouvelle dans son agencement métaphorique et dans ses ouvertures. La langue donne forme aux vœux de transformation du regard sur le monde. Donc, il est vrai que... Mais cette forme que souvent on me loue d'avoir, etc., doit être portée sans cesse par une impulsion d'ouverture, une impulsion de sortie, une impulsion de renouvellement, et en même temps une impulsion d'affect qui ne concerne que moi, qui ne concerne que mon être existentiel, qui concerne bien sûr la totalité du monde, la totalité du langage, et moi-même là-dedans, devant en être responsable et ne sachant pas souvent comment le faire. Parfois ça arrive, phrase sur phrase, et je me dis, là, je suis dans la brèche, mais phrase sur phrase, dans leur forme. C'est-à-dire, il m'arrive d'avoir une idée, une idée d'un truc que je veux traiter dans la matinée, par exemple, elle entra, par exemple. Mais il faut que je le dise d'une autre façon. Il faut que je le métaphorise, que je métaphorise le verbe, que je métaphorise l'acte, que je le métaphorise sans avoir l'air de le métaphoriser, en ne disant pas... Il faut que tout soit métaphore tout en étant sens direct. C'est compliqué ce que je dis là. C'est obscur, Paul. Non, c'est très juste. Non, en fait, on comprend ce que vous dites parce que nous sommes tous lecteurs de... Pardon. On comprend ce que vous dites parce que nous sommes tous lecteurs de vos textes. Et sinon, on ne comprendrait rien. Non, c'est-à-dire qu'il y a une petite contradiction dans votre propos qui est quand même résolue par l'existence du texte littéraire lui-même. Donc, quand on le connaît, eh bien, on comprend à quel point... Et où est cette contradiction ? Dans le fait que elle est... Que la métaphore, si vous voulez, n'appelle pas un sens figuré. Elle appelle un sens propre, oui. En fait, c'est ça. Oui. La métaphore appelle un sens propre. Oui. Et lorsque la métaphore appelle un sens propre, on peut dire qu'on est dans le domaine de la littérature, alors que de la vraie littérature, parce que la mauvaise littérature est peut-être celle qui utilise les métaphores pour leur sens figuré, et non pas pour leur sens pour faire propre. un détour, et non pas pour foncer dans le tas. Voilà. Peut-être un peu pour interpréter métaphore, la métaphore figurée. En fait, la manière... La manière, Pierre, dont vous parlez de la métaphore me fait singulièrement penser à ce que vous, Paul Audy, dites de l'exagération. En fait, la manière dont, Pierre, vous parlez de la métaphore me fait penser à la création qui, pour Paul, repose sur un art de l'exagération. Alors, est-ce que la métaphore, finalement, dont le but est de figurer et qui devient finalement une métaphore au sens propre, c'est-à-dire, finalement, pour parler de manière un peu barbare, comme une catachrèse, c'est-à-dire, finalement, une métaphore dont on a oublié l'usage à force, est-ce que, finalement, cet usage de la métaphore, ce n'est pas une forme d'exagération ? Et l'exagération, est-ce que ce n'est pas justement une poussée ontique, existentielle, pour justement arriver à s'extirper d'une sorte, je dirais, de ce dont vous parliez, c'est-à-dire d'un langage qui est toujours commun, et voilà, est-ce que ça ne pourrait pas appartenir à cet art de l'exagération ou pas ? C'est à moi que... à tous les deux, vous saisissez très bien des questions. Effectivement, non. Johann Ferber a employé à mon propos une phrase que je répète tout le temps maintenant parce que je la trouve d'abord extrêmement flatteuse. Ensuite, je pense qu'il y a de la justesse. Il dit que souvent, mes phrases, j'ai l'air content de moi, là, excusez-moi, mais moi aussi. Mes phrases et leur déroulement sont comme un déboulé ontologique. C'est bien vous, Joël. Je crois, oui. Je trouve ça magnifique, parce que c'est exactement...
en laissant contraire, à ontologie... ça me plaît beaucoup. Parce que moi, l'ontologie, vous savez, Oui. c'est pas ma spécialité philosophique, mais un déboulé ontologique. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque phrase doit être comme l'avancée du char de Ramsès le Grand. Et avoir une armée de Hittites en face d'elle. Oui, enfin, c'est ce sentiment qu'on peut avoir quand on est face à quelque chose qui est arrivé, un événement, et qu'on se dit ce qui est arrivé, parce qu'il est arrivé, rien ne peut faire qu'il n'ait pas arrivé. Oui. Oui. C'est ça le déboulement. Le déboulement. Le déboulé ontologique. Voilà, le déboulé ontologique. Oui. C'est la phrase s'impose comme ça, comme un fait irréversible, quelque chose qu'on peut pas... Comme une chose du monde, comme un objet. Oui. Comme un objet, mais un objet fonctionnel. Non pas un objet, non pas une pierre taillée dans un truc qu'on regarde dans un musée, mais quelque chose de une machine de guerre. Oui. Une machine de guerre qui soit en même temps porteuse d'apaisement, tout ça. C'est-à-dire tout est toujours paradoxal ou contradictoire dans l'avancée de l'écriture, pour moi. Ça me fait penser à une formule que vous avez dans Le roi vient quand il veut. Vous dites, à propos de la littérature, et puis plus largement de la création, vous avez cette formule épatante, vous dites « c'est la galère, mais la mer est belle ». C'est un peu facile. Non, mais ça renvoie aussi à une question qu'on n'a pas encore abordée, et qui est le moment où on ne crée pas, en fait, qui est le moment où justement la création n'arrive pas. Alors comment comment vit-on ce moment où la création n'arrive pas? Qu'est-ce qui appartient finalement autant? Est-ce que l'impuissance n'appartient pas aussi à la création d'une certaine manière? Bien sûr. Complètement. La puissance, elle est même inhérente. Et c'est en ce sens-là que rien n'est donné, et que rien ne vient naturellement. Enfin, mais je dirais que, en fait, pour un artiste créateur comme dit Nietzsche, en fait, il aime bien rajouter créateur au mot artiste, juste pour bien marquer l'enjeu. Et pour un artiste créateur, comme dit Nietzsche, donc, il y a on peut dire que la création, en fait, ne cesse jamais, et en fait, elle n'a pratiquement jamais lieu non plus. C'est-à-dire que, en fait, tout participe dans la vie de cet artiste, tout participe tout contribue à nourrir cette énergie dont il a besoin justement pour ce débouler ontologique, et il n'est pas sûr qu'en fait il soit amené soit à peindre tout le temps, soit à écrire tout le temps, etc. Mais tout à tout moment participe de cette opération qui est une opération de transfiguration finalement du réel. Oui, tout à fait. Enfin, les périodes d'effondrement. Moi, j'ai des périodes d'effondrement complet où je n'écris pas du tout, enfin des périodes très longues, la moitié de l'année, où je lis sans cesse. Cependant. Je m'efforce de lire les autres, mais je lis les autres enfin les autres, qu'ils soient philosophes, anthropologues ou littéraires, peu importe, ou n'importe quoi. Je les lis en essayant d'en extirper quand même quelque chose, mais tout en me disant, mais non, tu ne seras jamais à la hauteur de ces hommes qui ont réfléchi à telle ou telle chose, qui ont fait telle ou telle chose, qui sont des êtres
dans un sens de raison, ou des êtres de maîtrise sur leur œuvre. Enfin, je sais pas, Thomas Mann, les gens qui sont le contraire de moi absolu. Voilà. Bon. Et tout à coup, quelque chose arrive. Tout à coup, je me dis, mais non, c'est moi. C'est pas eux, c'est moi. C'est moi. Voilà. C'est magique. Un copain disait que c'était que mes travaux de lecture, quand j'étais désespéré, je disais j'en ai marre, maintenant je comprends tout à l'ethnie, je sais pas quoi, pas les Bororo, mais enfin des types étudiés depuis moins longtemps, je comprends rien, ça, puis à quoi ça va me servir, tout ça. Et il me dit, mais non, toi, c'est une percolation. C'est-à-dire que t'emmagasines le café, et puis tout à coup, choc, il y a 2-3 gouttes, et hop, ça tend. Je trouve que c'était très juste comme vision de ma façon de travailler à moi. Il y a aussi le fait qu'on se dispose même dans l'inaction, dans la prostration même, dans la catatonie, on se dispose à la rencontre malgré tout. Et la rencontre arrive à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Alors il y a cette image que j'aime beaucoup de Gilles Deleuze qui parle de la capacité qu'on peut avoir de relancer une flèche qu'on a vue arriver vers soi. Alors, au lieu de se laisser transpercer par cette flèche, effectivement, on peut être terrassé. Quand on a lu Hamlet de Shakespeare, on peut ne plus s'en remettre et dire c'est trop, c'est pas possible. Mais en même temps, Hamlet peut être une flèche qu'on peut saisir au vol pour la relancer justement, et pour la relancer avec une autre trajectoire. Et finalement, la culture est faite de ces flèches qui sont lancées, mais qui viennent du passé. Certains les attrapent et puis les relancent autrement. Et la trajectoire devient continue, si vous voulez, mais avec cet effet de relance. Et pour attraper la flèche, il faut être disposé à le faire, il faut se rendre disponible. Et cette disposition est très, très, très importante. Je dirais qu'elle fait tout, en fait, dans ce qu'on appelle le processus créateur. C'est d'abord... ce n'est pas un processus, ce n'est pas un procédé, c'est une disposition. Et cette disposition, elle implique une grande santé, même si on a une petite santé en tant qu'individu. On peut être comme Proust, asthmatique, on peut être comme Kafka, souffreteux, mais ça n'empêche que la grande santé, c'est celle de la disposition. Et peu importe que l'on soit au bord de l'exténuation physique, on reste disposé à saisir la flèche quand elle va arriver. Et en fait, la flèche arrive, elle arrive chez chacun, mais différemment. Chacun voit des flèches arriver, et il y a cette autre image exceptionnelle de Kafka, puisque vous citiez Kafka, Pierre, c'est lorsque la flèche rentre dans la plaie et la cicatrise, parce qu'elle est exactement à la dimension de la plaie. Voilà, c'est super, ouais. Je ne me rappelais pas. Ah oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse. Écoutez, on la laisse parce qu'en fait, la flèche aura quand même redonné vitalité à ce corps créateur. On prend la sienne dans le cas. Ah oui, alors ça, et puis on relance. Oui, alors là, pas de flèche de Kafka, mais plutôt je dirais une question sur Dieu. Une question sur Dieu, parce que, en fait,
En fait, Pierre, vous avez souvent évoqué justement ce moment dont vous parliez, où ça percole. Vous disiez à l'instant que ça percolait, mais vous dites que vous avez souvent parlé du moment où la phrase arrive comme d'une apparition. Et si je me souviens bien, je vous avais parlé aussi à propos de Balzac, je crois, du putsch de l'Incipit. Est-ce que justement ce moment, vous le décriviez tout à l'heure comme un moment finalement un peu miraculeux, un moment de prodige. Je crois que vous citiez une fois Peggy en disant que... Oui, ex abrupto. Ouais. Le début ex abrupto. Voilà, exactement. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, on parle de l'Incipit ou de Dieu? Ben, c'est pas pareil. Du commencement. Ah si, Dieu commence. Bah oui, voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il sépare en max. Mais non, mais je vois que Paul, quand on dit Dieu, bon, non, pour moi... Je n'ai pas fait non, ça. non. J'ai dit que vous serez mieux armé pour répondre à la question. Ah oui. Oh, armé, pas du tout. Non, j'ai eu une sorte de crise théologique en écrivant Les Vies minuscules, parce que tout à coup, la Trinité m'est apparue comme superbe pour mettre en scène ce que j'avais à dire. C'est-à-dire le Père, le Fils, le livre. L'esprit que moi j'appelle le livre, avec un peu plus tard on ajoute la petite femme qui tourne autour et qui couche avec tout le monde, mais qui couche avec aucun, et qui merde tout le monde, mais qui démerde aucun. Enfin, c'est magnifique, c'est à mon œil de raison. Non, je veux dire, à mon œil philosophique. Tout comme vous est cher la dialectique platonicienne qui m'ennuie un petit peu, mais cher le baratin théologique. Voilà. Bon. Mais j'ai eu cette période-là, mais je veux dire, mais il n'en reste pas moins que les pensées religieuses déjà faites, si on les réinterprète, si on rentre dans leur mur, c'est-à-dire si interprète. Est-ce que je réinterprète? C'est de façon tellement farfelue que je ne sais pas. Mais si on les rebâtit, elles peuvent être aussi fructueuses que excusez-moi Paul, que la pensée de Nietzsche. Pour moi, c'est un peu du même niveau. C'est un peu... C'était quand même à l'origine des choses ouvertes sur l'avenir et des béliers contre le mur. En essayant de... Là, par exemple, j'ai beaucoup relu la traduction chouraki de la Bible, et de nouveau, l'effet bélier, l'effet fait. C'est-à-dire, c'est quand même, au moins, avouez-le, Paul, aussi bon que Ainsi parlait Zarathoustra. C'est certainement supérieur, même, je dirais. Non. Nietzsche est pour moi également extrêmement important, parce que c'est la même pulsion violente de vouloir projeter et un monde et une humanité qui n'existait pas auparavant. Pour Dieu, pour l'Incipit, c'est Dieu qui le fait. Vous avez répondu à ce grand mystère de la création. Mais justement, on parlait tout à l'heure, vous parliez de la petite et de la grande santé en convoquant Nietzsche et incidemment Deleuze. Et à l'intérieur, je crois, de Créer, si mes souvenirs sont exacts, vous évoquez une formule de Van Gogh. Vous évoquez la formule de y mettre sa peau. Et y mettre sa peau. Et précisément, quel est le risque dans la création? Quel est ce risque dans la création? Comment on peut interpréter cette formule de Van Gogh, y mettre sa peau? En quoi résonne-t-elle dans l'acte de création, selon vous? Alors, y mettre sa peau, c'est une expression qu'emploie Van Gogh dans une de ses lettres pour expliquer que la question de la peinture n'est pas pour lui une question formelle. Il ne s'agit pas de faire un tableau pour faire un tableau. Il s'agit de faire un tableau
pour que quelque chose ait lieu. Et pour que ce quelque chose ait lieu, il emploie donc cette formule, y mettre sa peau, comme si finalement l'enjeu était vital, existentiel pour lui. Il s'agit de se tirer d'affaire en peignant. Et le risque est grand parce que quand on demande à l'œuvre quelque chose que l'œuvre n'est peut-être pas capable de donner, on projette sur l'œuvre une sorte de pouvoir trop grand parce que justement on a besoin de bénéficier des fruits de ce pouvoir. Eh bien, on risque évidemment la grande déception, la grande désillusion, celle qui vous fracasse, celle qui fait qu'on est face à une œuvre et rien ne s'est produit de toutes les promesses qu'on espérait que l'œuvre pouvait faire. Et c'est un peu le cas de Van Gogh. Très souvent, Van Gogh a attendu quelque chose de la création qui n'est pas venu, et lui-même, évidemment, en a payé le prix fort. Je voudrais juste illustrer ce que je viens de dire en pensant à une très belle lettre de Rilke sur Van Gogh. Rilke raconte que Van Gogh avait tout fait pour recevoir Gauguin. Et effectivement, les deux hommes se sont vus, Gauguin est venu, il a passé un certain temps avec Van Gogh, et Van Gogh espérait beaucoup de cette longue conversation, de ce commerce intime avec ce peintre qu'il aimait et l'homme qu'il aimait. Eh bien, Rilke raconte qu'à un moment donné, ce n'était plus possible, il ne pouvait plus supporter la présence de Gauguin, il ne pouvait plus entendre sa voix, il ne pouvait plus le voir, parce que Gauguin avait comme une sorte d'excédent de vitalité qui lui a fait très peur, qui l'a horrifié, alors même que Van Gogh aspirait à cette même vitalité qu'il voyait incarnée chez l'autre, et plus l'autre la lui manifestait, et plus lui-même se sentait démuni de cette énergie fondamentale. Et pour couper court justement à cette voix absolument crucifiante qu'il entendait, il s'est coupé l'oreille pour ne plus entendre justement la trop forte pulsion de vie qui venait du dehors. Parce que, comme dit Hölderlin, il n'y a pas que le malheur qui soit lourd à porter, le bonheur est peut-être encore plus lourd. C'est qu'il y a quelque chose dans la manifestation de la vie qui est peut-être insoutenable et qui fait que, en fait, y mettre sa peau, ça veut dire ça, c'est-à-dire prendre le risque de l'insoutenabilité de quelque chose qui nous excède, qui nous déborde, qui est trop fort pour nous. Et le risque est grand, évidemment, il est même immense. Enfin, la liste est longue de ceux qui supportent le risque ou non. C'est très... Là, je pense, enfin, bon, bien sûr, Van Gogh est exemplaire, enfin, dans son affaissement, dans son désespoir permanent, sauf cette espérance de trouver à chaque toile. Mais je pense à un cas qui a subi les effets des risques encourus, mais qui est allé au-delà. J'y pense à cause du fait que vous parlez de Van Gogh, c'est Artaud, par exemple. Oui. Le texte, au moment où il écrit le Van Gogh, c'est une sorte d'éclat gauguinien, on peut dire. D'ailleurs, il avait ce côté, quand il est revenu de Rodez, ce côté exubérance de vie, on peut bien le dire, même avec une exaltation très après un effondrement de presque toute sa vie, tout à coup, là, rentrant à Paris,
que ce soit dans ses poèmes, ses dessins, ses actes tyranniques sur les autres, enfin tout, il était vraiment dans une position oui, il était sûrement très difficile de supporter sa présence, puisque c'était celui qui avait fait le bon déboulé ontologique, et ce déboulé, il avait vraiment transporté de l'autre côté. Et là, rencontrer Artaud, ça devait être... moi, je n'aurais pas voulu. Si, j'aurais voulu, mais ça aurait été une catastrophe, comme dirait Paul en parlant de Lacan, en disant si j'avais connu Lacan, ça aurait été une catastrophe, mais je l'aime. Alors on va aborder peut-être le dernier volet de cet échange en nous concentrant peut-être sur la dimension plus politique de la création et peut-être sur la lecture un peu plus politique que notamment Paul Audy a fait de l'œuvre de Pierre Michaud, en particulier les 11. Et j'aimerais que Paul, si vous le vouliez, vous lisiez un passage et vous nous le présentiez de votre texte qui s'intitule « Terreur de la peinture, peinture de la terreur », s'il vous plaît. Oui, alors j'ai pensé pour montrer mon admiration et l'importance aussi de ce livre, Les 11, qui en fait est un livre qui est en apparence, enfin... l'apparence, la trajectoire du livre, de l'intrigue est plutôt évidente, mais en même temps, c'est un livre d'une extrême complexité. Et la complexité vient, il m'a semblé, Pierre, du fait que dans ce tableau des 11, puisqu'il faut peut-être raconter que c'est l'histoire d'un tableau qui est censé être le tableau le plus connu au monde, qui est au Louvre et qui représente les membres du comité de salut public. C'est une commande qui a été faite à un peintre qui s'appelle Corentin. Et la manière dont Pierre Michon a composé ce tableau, puisqu'il y a les 11 de Corentin, mais il y a d'abord les 11 de Pierre Michon, puisque c'est d'abord un texte. Et ce texte donne à voir ce tableau, et ce qu'il donne à voir d'abord, c'est la puissance suggestive du titre, les 11. Et les 11, on pense évidemment, puisque toute la métaphore qui est filée par le premier grand commentaire de ce tableau qui est Michelet, c'est qu'il s'agit d'une scène, C-E-N-E. Et on pense évidemment au personnage manquant, celui qui manque pour passer de 12 à 11. Bon. Et évidemment, tout le tableau s'articule autour de cette absence, autour de ce personnage absent qui donne justement toute sa force à ce titre, les 11, où l'on entend justement 11 plus 1, puisqu'il s'agit d'une scène. Mais quel est ce 1 ? C'est ça la question. Et tout l'effort d'écriture du livre est ainsi orienté vers la révélation entre les lignes, évidemment, de ce point d'absence qui est le point de réel, finalement, de ce tableau. C'est-à-dire que si ce tableau échappe à la fiction, c'est précisément parce qu'il comporte en lui un point d'absence, et ce point d'absence relie la fiction des 11 de Pierre Michon ainsi que le tableau des 11 de Corentin à nous. Alors, dans ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de désigner quel était ce point absent. Qu'est-ce qui faisait que ce tableau des 11 était aussi terrifiant et aussi important ? Je vais vous lire un petit extrait de cette étude. Si les 11 barons drus, comme dit Pierre Michon, du comité de salut public sont comptables d'un crime
Ce n'est pas pour avoir voté en connaissance de cause et dans la fierté la plus audible la mort d'un roi. Leur crime n'est pas le parricide en tant que régicide, ainsi que la notice assommante que le narrateur récite et même incarne à ses propres yeux croit devoir leur apporter. Non, criminels, ces hommes le sont d'avoir assassiné le principe de légitimité qui fonde, au-delà de toute légalité, l'existence politique des hommes. Donc d'être démocidaires. Et ils furent d'autant plus coupables de ce crime non pareil qu'ils n'en voulurent rien savoir, alors même qu'ils l'eurent bel et bien perpétré. Attentat sans cadavre, sans corps du délit, sans effusion de sang, sans preuve, et plus curieux encore, sans intention calculée. Démocide involontaire. Car enfin, le comble de l'horreur, c'est que la mort du peuple saint, ou du moins toujours déjà sanctifié sur l'autel de la liberté universelle et de l'égalité absolue, sa mise à mort légale a été accomplie non seulement par ses propres représentants au pouvoir, mais aussi et surtout par l'existence et l'exercice du pouvoir lui-même, au nom de cette liberté qu'il s'était pourtant promis de servir jusqu'à la mort. Que ce crime ait été commis au nom de cette liberté universelle qui donne sens et fondement à la res publica, mais tout aussi bien, et pour les mêmes raisons, à la philosophie, à la littérature et à la peinture, à la création de pensée en général, et ce, en dépit même de ce qui les différencie et les oppose les unes aux autres, comment une telle chose ne pouvait-elle pas retenir l'attention, et plus que l'attention, l'intellection pure, la magie en somme, c'est une phrase des 11, d'un écrivain qui, ainsi que je le présume au sujet de Pierre Michon, croit dur comme fer en son art, c'est-à-dire en sa volonté magique, autant qu'il veille sur lui et donc, par ricochet, sur nous, c'est-à-dire sur notre liberté, celle en tout cas qui nous reste. Il fut du reste d'autant plus requis par cela qu'il savait, en écrivant les 11, à quel point les modernes que nous sommes sont des démocidaires en puissance ou en acte, dans le fond peu importe, c'est-à-dire à quel point tous autant que nous sommes, et chacun pour sa part, nous appartenons à la race des barons drus. S'il existait une politique de Michon, elle serait là, dans l'alerte que son œuvre lance en direction de toutes celles et de tous ceux qui risqueraient de céder à la tentation démocidaire et qui ainsi ne feraient plus droit à leur propre existence politique. Les penchants criminels de l'Europe démocratique, tel pourrait être du coup le sous-titre du sous-texte des 11 si ce récit n'avait rien d'un écrit poétique, qu'il était un essai de philosophie, et si ce titre n'était pas non plus celui d'un essai déjà publié, dans lequel le terme criminel ne recouvre pas le crime dont je parle, appelé démocide. Peut-être les vies minuscules elles-mêmes mériteraient-elles qu'on les éclaire à la lumière de cette politique minimale qui se contente d'en appeler à prendre garde, à ne pas verser, sans même s'en rendre compte, dans le crime suprême, celui que l'on perpètre à l'encontre de sa propre liberté quand par désespoir, impuissance ou frustration, par esprit de vengeance également, on lui préfère le pouvoir, les insignes et les intrigues et les bénéfices escomptés du pouvoir, lequel, comme on le sait, ne s'alimente que d'abus. En tout cas, si les vies minuscules relatées par Michon n'appartiennent pas toutes à ce que Tocqueville appelait le peuple proprement dit, c'est-à-dire, comme il le précisait aussitôt, les classes qui travaillent de leurs mains, et si elles ne sortent pas forcément du ventre du petit peuple, comme d'autres appellent les classes défavorisées, bref, si elles ne sont pas toutes assimilables à ce bas du genre humain qui s'écroule en nuages, dont parlait Victor Hugo, elles n'en sont pas moins de celles qui seront les premières victimes du démocide, tant elles vivent leur vie, le dos tourné à la puissance, à la force sûre d'elle-même, comme à toute raison fièrement adossée au mur de son bon droit.
Et c'est bien pourquoi ce que nous devons, entre autres choses, à la pitié de Pierre Michon, c'est d'avoir fait des 11 l'évocation sublimée de ce suicide de la liberté, en concentrant la pointe de cette évocation dans le récit de la commande de ce qui se révélera être une scène du crime, connue depuis comme le tableau des 11, peinture considérable, mais donc trop mal regardée, dont le narrateur nous apprend au style direct en nous apostrophant qu'il est le plus célèbre du monde et qu'il trône aujourd'hui tel un souverain perpétuel que l'on viendrait révérer et que l'on révère effectivement à la place d'un autre souverain, de ce souverain absent, dont il semble bien pourtant que l'on continue d'en attendre le salut, la liberté universelle, l'émancipation véritable, même si l'on ne cesse d'en oublier l'existence, si idéale que soit cette existence, je veux parler du peuple, qu'il trône donc ce tableau tout au bout du Louvre, revêtu d'un curieux accoutrement, de son costume d'apparat culturel, de son habit glaçant et glacé, à savoir une vitre à l'épreuve des balles, dans la plus irréelle des salles du plus prestigieux musée du monde, aux antipodes de l'Agora. Pierre, vous souhaitez réagir à la lecture Oui, parce que cette absence, effectivement, au centre des 11, enfin bon, ils sont 12 ou 13, mais les apôtres dans la scène, les apôtres avec le Christ. Mais cette absence se justifie au niveau de l'histoire parce que c'était Hérault de Séchelles, je crois, qui devait être le 12e, c'était 12, le comité de salut public. Mais à ce moment-là, il a été arrêté le 3e jour de son mandat comme prévaricateur ou que sais-je. Donc, ils n'étaient plus que 11. Ça, je m'en suis servi. Mais cette absence, bien entendu, pour moi, lecteur de Michelet, c'est le peuple, bien sûr que c'est le peuple qui doit gouverner, qui doit, et qui est théoriquement représenté par ces 11, qui ne sont pas, notez-le bien, à leur insu, mais est représenté par eux. Mais ce ne sont pas des membres du peuple, ce ne sont pas des membres de cette espèce d'arme collective qu'on appelle le peuple, c'est simplement, je le dis, c'est pas 12 apôtres, c'est 12 papes, 12 fois la tiare et la position du pouvoir, 12 fois. 12 fois un pape de Bacon, ou de Bacon, ou de Velázquez, ou de qui sais-je. 11 fois le pouvoir. Ce qui m'a fait marcher aussi, d'ailleurs, c'est à la fois comme dit Paul Audy, ma pitié, je ne sais pas si c'est le mot, mais mon goût pour les gens de peu, comme on dit, enfin bon, je ne vais pas rester là-dessus, c'est à la fois ça, l'absence de ces gens-là, et la présence du pouvoir, qui est une fascination, pour nous tous. La présence du pouvoir, 11 fois, sans pitié pour l'absence du peuple. D'ailleurs, le peuple, nul ne sait, Paul Audy le dit très bien, nul ne sait ce que c'est. La question « qui est le peuple ?» dit-il, est une question philosophique, et la réponse à cette question « il est là » ou « il est là » est une question idéologique, donc répugnante. On ne peut pas dire ce qu'est cette âme collective que rêvait Rousseau, d'abord avant Michelet, etc. On ne sait pas où c'est. C'est une espérance. Cette espérance, comme l'était le Christ au milieu des disciples, du moins le pain qui est l'espérance de la résurrection là-dedans. Cette espérance est absente du tableau. Mais le peuple lui-même est absent de mon texte. Je ne sais pas le dire. C'est-à-dire, de ce texte, Léon, je sais dire le prolétariat, par exemple. Il y a un prolétaire limousin qui désire une marquise, ça se fait. On peut le dire. Le peuple, où Est-ce que c'est les tricoteuses qui crient à mort? Est-ce que c'est ceux qui sont battus à mort en bas? C'est les deux, c'est pareil. Mais comment trier, comment faire une tout ça. Et d'ailleurs, il y a des chutes des 11, il y a beaucoup de chapitres non publiés que je vais publier.
Dans un des chapitres, je parle du facingness, de la position frontale de ces 11 face à... Et je dis à un moment, on dirait qui regarde-t-il entrer? Et là, il y a 3 possibilités de réponse que je dis. Est-ce que c'est Samson? Samson, c'était le bourreau. Ça fait bien, les bourreaux, c'est facile en littérature, ça marche toujours, c'est la mort. Est-ce que c'est Samson? Est-ce que c'est le roi? Est-ce que c'est le peuple? J'aurais dû vraiment, ça devrait être dans le corpus. Et il y a aussi une chute du moment, mais ça je ne veux pas le publier, du moment où il faisait les tableaux, où il peignait Corentin. Il a fait ça très vite, et il n'avait qu'un modèle sous la main, c'était un des sans-culottes de la nuit, qui s'appelle Ducroquet. Un sans-culotte qui était bistrotier du coin, ou je ne sais pas quoi. Et pour les 11 types, il l'a fait poser nu, dans des positions un peu différentes, mais c'est le même. Le peuple est là, dans la personne de Ducroquet. C'est 11 fois Ducroquet, aussi. Mais bon, ça aurait été le prolétariat aussi. Enfin, je ne sais pas, non, puisqu'il était bistrotier, non, et sans culotte. Voilà. Donc, cette question est évidemment centrale dans les 11. Surtout gonflé par la présence de Michelet, pour qui c'était le concept, le concept opératoire, le seul. Mais je vois... Ce livre de Paul, me comble, enfin vraiment. Enfin, c'est l'étude sur les 11 qui est la plus pertinente et la plus belle aussi. Remarquable. Comme par exemple la chute sur le Louvre si loin de l'Agora, avec la vitre blindée, effectivement. Tout l'apparat culturel, quoi, le pouvoir, quel qu'il soit, culturel, politique. La peinture du pouvoir. Voilà. Alors, je vois que l'heure tourne et Pierre, vous désiriez lire précisément un passage des 11. Je ne sais pas si je vais lire celui que j'avais décidé. Ah. On a un peu le temps, hein. Je pense que les gens sont ravis de vous écouter lire. Hein. Ah, pardon. Non, attendez, je vais le tenir. Non, je vais le tenir. Je vais le tenir, ça m'aide. C'est le moment de la commande dans une sacristie d'une église qui a été occupée par les sans-culottes, enfin qui est un quartier général de section, les sections d'époque. Et c'est trois révolutionnaires qui commandent le tableau à Corentin. La nuit, c'est une scène caravagesque. Bon. Ce ne fut pas Bourdon, ce fut Proli qui parla. Il fit taire Bourdon. Il se tourna à demi vers Collot et lui fit une brève question à voix basse, où Corentin crut entendre les mots de confiance et de secret. « Oui », dit plusieurs fois Collot, d'une voix haute et ferme. Proli regarda Corentin avec ce mélange de dégoût et de considération qu'il suscitait souvent. « Tu veux honorer une commande, citoyen peintre ?» La question le surprit et l'amusa. Elle le rajeunit aussi. Des commandes de particuliers, il n'en avait plus vraiment. Non pas qu'il chômât, bien au contraire. Il travaillait au Comité des Arts, pour la nation, c'est-à-dire pour David, sous David. Sous les ordres de David, il bricolait des statues de la liberté, des niveaux de l'égalité, des bonnets rouges sur des jupettes de Sparte, des ex-voto à Jean-Jacques Rousseau, des fariboles. Ils étaient pour se faire toute une équipe, toute la peinture de France, ou ce qu'il en restait, car David ne perdait pas le Nord et avait besoin de main-d'œuvre. Et s'il avait évincé, emprisonné et exilé tous ses rivaux directs, ceux de sa génération, les quarantenaires, il avait gardé les vieilles mains des has-beens, Fragonard, Greuze, Corentin, et bien sûr aussi les mains vives et les dents longues des Genoux, Vicard, Gérard,
Prudhon, l'atelier de David, fretin dont il fallait se méfier comme de la peste. David, qui craignait Corentin parce que c'était un maître, le méprisait aussi parce qu'il était vieux, tiépolien, obsolète, mais il l'employait. Il savait que Corentin craignait David plus qu'il ne le craignait, lui, car David siégeait au comité de sûreté générale. En tant que tel, il mettait son paraphe à côté de ceux des 11, au bas des décrets. Il avait l'oreille de Robespierre, et son autre oreille et son œil en coin traînaient somnambuliquement dans Sparte, d'où lui arrivaient ses modèles, ses plans et ses lubies que Corentin exécutait très sérieusement avec un grand rire intérieur. « Tu veux honorer une commande, citoyen peintre ?» ?»« Oui, il le voulait bien, il le voulait peut-être, il le dit. » Il répondait à Proli sans le regarder vraiment, son regard fuyant sur le buste de Marat, les chapeaux à 2 cornes posés devant comme des offrandes, le vin, le feu. Le feu mourait. Proli, en proie à quelque chose de plus fort que l'agacement et le dégoût que lui inspirait Corentin, le regardait avec une intensité froide. Bourdon, Nicolo ne pipait, mais portait sur lui le même regard intense. Corentin dit, non pas à Proli, mais au buste de Marat ou au feu, que son accord dépendait de 3 choses, si c'était dans ses cordes, de la hauteur des gages et de la date d'échéance. Proli répondit, sans que l'œil flamand perdît rien de sa stupeur intense, qu'en ce qui touchait la date de livraison, c'était pour hier ou demain, enfin au plus vite, jour plutôt que semaine. Il sortit, on ne savait d'où, un sac, l'ouvrit et le renversa sur la table, un peu au-delà des assiettes vides, là où tout à l'heure étaient les reliques. En ruisselèrent des pièces d'or, des piastres de Hollande, des portugaises, des écus à l'effigie de Louis, dans les 300 à vue d'œil, à une époque où il n'y avait plus d'or en France. Ce n'était là, dit Proli, que le premier acompte pour le tableau. Il en recevrait le double à l'échéance. Corentin se dit que c'était presque aussi bien payé que la grande commande de Marigny pour le grand hall à Louvciennes, au temps de maman Putain, Jeanne Antoinette de Pompadour. L'enjouement sombre s'épanouit. Les gages étaient royaux, les délais courts, mais dans ce temps où il peignait très vite, Corentin se sentait tout prêt à expédier en 2 jours quelque mégère fraternité ou égalité. « Et que dois-je peindre ?» dit-il. Cette fois, il regarda Proli franchement, comme si Proli était un laquais. Puis Proli le regardait de même. Celui-ci lâcha d'une voix flûtée et aiguisée qui ressembla un instant à celle de Robespierre. « Tu sais peindre les dieux et les héros, citoyen peintre. C'est une assemblée de héros que nous te demandons. Peins-les comme des dieux ou des monstres, ou même comme des hommes, si le cœur t'en dit. Peins le grand comité de l'an 2, le comité de salut public, faisant ce que tu veux, des saints, des tyrans, des larrons, des princes, mais mets-les tous ensemble, en bonne séance fraternelle, comme des frères. » Il y eut un silence, le feu était mort. La lumière seule de la grande lanterne carrée tombait d'aplomb sur l'or répandu, à la place exactement où reposaient tout à l'heure les vieux os. Les visages étaient dans l'ombre. Soudain, de l'autre côté du mur, dans l'église Saint-Nicolas, un cheval invisible s'ébroua violemment et s'enleva des 4 fers. On entendit les sabots retomber comme des marteaux sur le pavé vide du vaisseau vide. Il poussait à plein naseau un cri de trompette. On aurait dit qu'il riait. Ils rirent aussi tous les 4. Corentin, riant toujours, se leva et remit posément les pièces d'or dans le sac, emboucla le lacet, le prit. Il dit que c'était oui.
c'est sur ce très beau passage que nous allons clore cette soirée. Je voudrais remercier encore Pierre Michon et Paul Audy, ainsi que le public nombreux qui est venu nous écouter. Merci beaucoup.